Pères et enfants d'Ivan Tourguenieff, traduction d'Ivan Tourguenieff et Louis Fiartaud, Paris 1863. Chapitre 1er. « Eh bien, Pierre, rien ne vient encore ?» demandait le 20 mai 1859 un homme de 45 ans environ, vêtu d'un paletot et d'un pantalon en carreaux, couvert de poussière, debout, nu-tête, sur le seuil d'une auberge de la grande route de X en Russie. Le domestique auquel il adressait cette question était un jeune blondin aux joues pleines, aux petits yeux ternes, au menton rond, couvert d'un duvet incolore. Ce domestique, chez lequel tout, depuis ses cheveux pommadés et ses boucles d'oreilles en turquoise, jusqu'à ses gestes étudiés, révélait un serviteur de la nouvelle génération du progrès, jeta les yeux sur la route par égard pour son maître, et lui répondit avec gravité « On ne voit absolument rien. » « Rien ?» demanda le maître. « Absolument rien » répéta le domestique. Le maître soupira et s'assit sur un banc. Pendant qu'il se tient là, les jambes repliées et promenant les yeux autour de lui d'un air pensif, profitons-en pour le présenter au lecteur. Il se nomme Nicolas Petrovitch Kirsanov et possède, à 15 verstes de l'auberge, une propriété de 200 paysans. Là, pour parler comme il le fait depuis qu'il s'est arrangé avec eux, conformément au nouveau règlement, il s'est monté une ferme comprenant 2000 déciatines. Son père, un de nos généraux de 1812, homme d'une nature très peu cultivée, rude même, un Russe du plus pur sang, mais sans ombre de méchanceté, avait blanchi sous le harnais. Nommé général de brigade et plus tard commandant d'une division, il habitait la province, où, en raison de son grade, il jouait un rôle assez important. Nicolas Petrovitch, son fils, était né dans la Russie méridionale, ainsi que son frère aîné Paul, dont nous parlerons plus tard. Il fut élevé à la maison jusqu'à l'âge de 14 ans par des gouverneurs à bon marché, entouré d'aides de camp aux allures servilement dégagées, et d'autres individus appartenant à l'intendance ou à l'état-major. Sa mère, une demoiselle Koliazine, qui se nommait Agathe sous le toit paternel, avait pris une fois mariée le nom de Agotekleia Kuzmininichna et ne dérogeait en rien aux habitudes qui caractérisent les dames des officiers supérieurs. Elle portait des bonnets magnifiques et des robes de soie bruyantes, s'avançait toujours la première à l'église pour baiser la croix, parlait beaucoup et très haut, donnait sa main à baiser tous les matins à ses enfants et leur administrait chaque soir sa bénédiction. En un mot, elle était la grande dame du chef-lieu. Quoique Nicolas Petrovitch passât pour un poltron, on le destinait, en sa qualité de fils d'un général, à entrer au service militaire, ainsi que son frère Paul. Mais le jour même de son départ pour le régiment, il se cassa la jambe et clopina toute sa vie, après avoir passé 2 mois dans son lit. Obligé de renoncer à en faire un soldat, son père se résigna à le mettre au service civil, et il le conduisit à Pétersbourg pour le faire entrer à l'université dès qu'il eut accompli sa 18e année. Paul obtint la même année le grade d'officier dans un régiment de la garde. Les 2 jeunes gens prirent un logement en commun et y vécurent sous la surveillance peu rigoureuse d'un oncle maternel, employé supérieur. Leur père était allé rejoindre sa division et sa femme. Il adressait de loin en loin à ses fils d'énormes plis de papier gris couverts d'une écriture qui dénotait la main exercée d'un scribe de régiment. À la fin de chaque lettre se lisait, encadré dans un paraphe aux traits soigneusement arrondis, les mots suivants. Pierre Kirsanov, général-major. En 1835, Nicolas Petrovitch sortit de l'université avec le titre de candidat. Et la même année, le général Kirsanov, ayant été mis à la retraite après une inspection intempestive, vint se fixer à Pétersbourg avec sa femme. Il s'était loué une maison près du jardin de la Tauride et avait obtenu ses entrées au club anglais lorsqu'un coup d'apoplexie l'enleva subitement à sa famille. Agatokleia Kuzminichna ne tarda pas à le suivre. Elle n'avait pu se faire à la vie retirée qu'elle était obligée de mener dans la capitale. L'ennui de se voir pour ainsi dire mise à la retraite elle-même la conduisit promptement au tombeau. Quant à Nicolas Petrovitch,
Il s'était épris, encore du vivant de ses parents, et à leur grand regret, de la fille du propriétaire de la maison qu'il habitait, employée subalterne du gouvernement. C'était une jeune personne d'une figure agréable, et dont l'esprit ne manquait pas de culture. Elle lisait dans les revues les articles les plus sérieux de la partie scientifique. Le mariage fut célébré à l'expiration du deuil, et l'heureux Nicolas Petrovitch, ayant quitté le ministère des Domaines, où son père l'avait fait entrer par protection, se transporta avec sa Macha dans une maison de campagne près de l'Institut des eaux et forêts. Puis, étant rentré en ville, il loua un joli petit appartement avec un salon un peu froid et un escalier bien tenu. Enfin, il se retira à la campagne, où sa femme lui donna bientôt un fils. Les deux époux menaient une vie tranquille et heureuse. Ils ne se quittaient presque jamais, jouaient ensemble sur le piano des morceaux à 4 mains, chantaient des duos. La femme cultivait des fleurs et surveillait la basse-cour. Le mari s'occupait d'agronomie et allait de temps en temps à la chasse. Arcade, leur fils, grandissait et vivait également dans le calme et la sérénité. 10 ans se passèrent ainsi comme un rêve. Mais, en 1847, Madame Kirsanov mourut. Son mari eut beaucoup de peine à supporter ce coup inattendu, et ses cheveux grisonnèrent en quelques semaines. Il se disposait à partir pour les pays étrangers, afin de se distraire un peu, lorsque l'année 1848 rendit les voyages impossibles. Forcé de retourner à la campagne, il y passa quelque temps dans une inaction complète, puis se mit à introduire des réformes dans l'administration de son bien. Au commencement de l'année 1855, il conduisit Arcade à l'université de Pétersbourg, et y passa 3 hivers avec lui, presque sans sortir de sa maison, et cultivant la connaissance des jeunes camarades de son fils. Il ne l'avait pas rejoint pendant l'hiver de 1858, et nous le retrouvons maintenant, au mois de mai suivant, la tête déjà tout à fait blanche, replète et un peu voûtée. Il attend son fils qui vient de quitter l'université, avec le titre de candidat, comme lui-même l'avait fait dans son temps. Le domestique qui venait de lui parler gagna par convenance, ou peut-être aussi parce qu'il ne se souciait pas de rester sous l'œil de son maître, la porte de la cour et se mit en devoir d'allumer sa pipe. Kirsanov baissa la tête et arrêta les yeux sur les marches vermoulues de l'escalier. Un gros poulet au plumage bigarré s'y promenait gravement en frappant les planches de ses longues pattes jaunes. Un chat tout barbouillé de cendres le regardait d'un air peu amical du haut de la balustrade où il se tenait accroupi. Le soleil était brûlant. De la chambre obscure qui servait d'entrée à l'auberge s'exhalait une odeur de pain de seigle fraîchement cuit. Kirsanov se prit à rêver. « Mon fils, candidat, Arcacha !» se disait-il. Ces mots ne lui sortaient pas de la tête. Il se rappela sa femme. « Elle nous a quittés trop tôt », murmura-t-il tristement. En ce moment, un gros pigeon s'abattit sur la route et courut précipitamment boire dans une flaque d'eau près d'un puits. Kirsanov se mit à l'observer, mais son oreille distinguait déjà dans l'éloignement le bruit d'une voiture. « Ce pourrait bien être Monsieur Fils », vint lui dire son domestique, qui sortit tout à coup de la porte cochère. Kirsanov se releva brusquement et jeta les yeux sur la grande route. Un tarantasse attelé de 3 chevaux ne tarda pas à se montrer. Bientôt après, apparut le bord d'une casquette d'étudiant, abritant les traits chéris d'une figure bien connue. « Arcacha! Arcacha !» s'écria Kirsanov, et il se mit à courir en levant les mains. Quelques instants après, ses lèvres étaient collées sur la joue imberbe, hâlée et poudreuse du jeune candidat. Chapitre 2. « Laisse-moi me secouer, papa » disait Arcade d'une voix un peu enrouée par la fatigue, mais sonore et jeune, tout en répondant joyeusement aux caresses paternelles. « Je vais te couvrir de poussière. »« Ce n'est rien, disait Kirsanov avec un sourire d'attendrissement, en essayant d'épousseter le collet du manteau de son fils et son propre paletot. « Montre-toi donc, ajouta-t-il en se reculant un peu. Et il se dirigea presque aussitôt à pas précipités du côté de l'auberge en criant « Allons, ici, et les chevaux, au plus vite !» Kirsanov paraissait beaucoup plus ému que son fils. Il semblait à la fois troublé et un peu intimidé.
Arcade l'arrêta. « Permets-moi, lui dit-il, de te présenter mon ami Bazarov, dont je t'ai si souvent parlé dans mes lettres. Il a eu l'amabilité de consentir à passer quelque temps avec nous à la campagne. » Kirsanov se retourna immédiatement et s'avança vers un jeune homme qui venait de descendre du tarantass, enveloppé dans un long caban orné de brandebourgs. Il secoua fortement la main rouge et large que celui-ci lui tendit sans beaucoup d'empressement. « Je suis bien heureux, lui dit-il, d'apprendre votre bonne visite. Permettez-moi de vous demander votre nom et celui de monsieur votre père. »« Eugène Vassiliev, » répondit Bazarov d'une voix forte mais lente. Et rabattant le col de son caban, il se laissa voir en plein à Kirsanov. Il avait le visage long et maigre, le front couvert, le nez large dans le haut et effilé par le bout, de grands yeux verdâtres et des favoris longs et pendants, couleur de sable. Un sourire tranquille se jouait sur ses lèvres, toute sa physionomie exprimait l'intelligence et la confiance en soi. « J'espère, mon cher Eugène Vassilitch, reprit Kirsanov, que vous ne vous ennuierez pas chez nous. » Les lèvres de Bazarov s'entr'ouvrirent un peu, mais il ne répondit rien et se contenta de soulever sa casquette. Malgré son épaisse chevelure d'un châtain foncé, il était facile de distinguer les protubérances prononcées de son large crâne. « Arcade, » dit tout à coup Kirsanov en se tournant vers son fils, « faut-il atteler tout de suite, ou bien voulez-vous prendre un peu de repos ?»« Nous nous reposerons à la maison, papa. Fais atteler. » « Tout de suite, reprit vivement Kirsanov. « Hé, Pierre, entends-tu? Allons, fais-nous partir au plus vite. » Pierre, qui, en sa qualité de serviteur perfectionné, au lieu de venir baiser la main de son jeune maître, s'était borné à le saluer de loin, disparut de nouveau sous la porte cochère. « Je suis venu en calèche, » dit Kirsanov avec hésitation à son fils, « mais il y a des chevaux pour ton tarantass. » Pendant qu'il parlait ainsi à Arcade, celui-ci buvait de l'eau fraîche que la maîtresse de l'auberge lui avait apportée dans un cruchon d'étain, et Bazarov, qui venait d'allumer sa pipe, s'approcha du cocher occupé à dételer les chevaux. « Seulement, reprit Kirsanov, il n'y a que 2 places dans ma calèche, et je ne sais comment faire. » Il montra dans le tarantass. Lui répondit Arcade à demi-voix, « Ne te gêne pas avec lui, je t'en prie. C'est un excellent garçon, il ne fait point d'embarras, tu verras. » Le cocher de Kirsanov fit avancer la calèche. « Allons, dépêche-toi donc, gros barbu, » dit Bazarov au postillon. « As-tu entendu, Mitouka » s'écria aussitôt un autre postillon qui se tenait à quelques pas de là, les mains fourrées dans les poches de derrière de son touloupe. « Le maître t'a appelé gros barbu, c'est bien ça. » Mitouka se contenta pour toute réponse de donner un coup de tête qui agita son bonnet, et il enleva les rênes de son porteur couvert d'écume. « Vite, vite, mes braves, aidez-nous un peu » s'écria Kirsanov, « je donnerai un bon pourboire. » Quelques minutes après, les chevaux étaient attelés. Nicolas Petrovitch monta avec son fils dans sa calèche. Pierre grimpa sur le siège. Bazarov sauta dans le tarantass, enfonça sa tête dans un coussin de cuir, et les 2 voitures partirent au grand trot. Chapitre 3. « Ainsi donc te voilà candidat, et de retour à la maison, » dit Kirsanov à son fils, tout en lui posant la main tantôt sur le genou, tantôt sur l'épaule. « Enfin !»« Comment se porte mon oncle ?» lui demanda Arcade, qui, malgré la joie sincère et presque enfantine qu'il ressentait, souhaitait pourtant beaucoup donner à la conversation une tournure plus calme. « Il se porte bien. Il voulait venir avec moi à ta rencontre, mais je ne sais pourquoi il a changé d'avis. »« Et tu m'as attendu longtemps ?» demanda Arcade. « J'étais là depuis près de 5 heures. »« Vraiment ? Comme tu es bon !» Arcade se tourna vivement du côté de son père et lui appliqua sur la joue un baiser bruyant. Kirsanov y répondit par un rire contenu. « Quel beau cheval de selle je t'ai préparé, reprit-il, tu verras. Et j'ai fait mettre du papier dans ta chambre. Bazarov en aura-t-il une? On le casera, sois tranquille. Traite-le de ton mieux, je t'en prie. Je ne saurais te dire combien nous sommes amis. Le connais-tu depuis longtemps? Non. C'est donc cela que je ne l'ai pas vu l'autre hiver. De quoi s'occupe-t-il? Principalement des sciences naturelles. Mais il sait tout au monde. Il se propose de passer l'année prochaine son examen de docteur. Ah, il étudie la médecine, reprit Kirsanov.
et il se tut pendant quelques minutes. « Pierre, demanda-t-il tout à coup au domestique, ne sont-ce pas des paysans de chez nous qui passent là-bas » Le domestique tourna la tête du côté que son maître lui indiquait de la main. Plusieurs charrettes, dont les chevaux étaient débridés, roulaient avec rapidité sur un étroit chemin de traverse. Chacune portait un ou deux paysans en touloupes dégrafées. « Effectivement, répondit le domestique. « Où vont-ils donc? Est-ce à la ville ?»« Ils vont au cabaret, ajouta Pierre d'un ton de mépris, et en se penchant un peu vers le cocher, comme pour le prendre à témoin. Mais le cocher ne donna pas la moindre marque d'assentiment. C'était un homme de l'Ancien Régime qui ne partageait aucune des idées du jour. « Les paysans me donnent beaucoup de tracas cette année-ci, dit Kirsanov à son fils. Ils ne payent pas leurs redevances. Qu'y faire? Es-tu plus satisfait des journaliers? Oui, répondit Kirsanov entre ses dents, mais on me les débauche. Voilà le mal. Puis, ils ne travaillent pas avec un véritable zèle et détériorent les instruments de labour. Cependant, les terres ont été ensemencées. Tout s'arrangera avec le temps. L'agriculture t'intéresse donc maintenant? Vous manquez d'ombre. Voilà ce que je regrette, dit Arcade sans répondre à la dernière question de son père. J'ai fait placer une grande marquise au-dessus du balcon du côté de la maison qui est exposée au nord, reprit Kirsanov. On peut maintenant dîner en plein air. Cela rappelle peut-être un peu trop la villa. Au reste, tout cela ne fait rien. Comme l'air que l'on respire ici est pur, comme il est parfumé, je crois vraiment que cette délicieuse odeur est particulière à notre pays. Et comme le ciel, Arcade s'arrêta tout court, jeta timidement un regard derrière la voiture et se tut. « Sans doute, répondit Kirsanov, tu es né ici, et par conséquent, tout doit y avoir à tes yeux. Peu importe, suivant moi, l'endroit où l'on est né, interrompit Arcade. Cependant, non, cela n'y fait absolument rien. Kirsanov regarda son fils à la dérobée, et les deux interlocuteurs firent près d'une demi-verste sans ouvrir la bouche. « Je ne sais si je t'ai appris, reprit enfin Kirsanov, que ta vieille bonne Yegorovna était morte. »« Vraiment, pauvre femme. Et Prokofitch, est-il toujours de ce monde ? » ?»« Oui, et il est toujours le même, toujours grognon comme autrefois. Tu ne trouveras pas de grand changement à Marino, je t'en préviens. As-tu encore le même intendant ? C'est peut-être le seul changement que j'ai fait. Je l'ai renvoyé, m'étant décidé à ne plus avoir à mon service des Dvorovi libres, ou du moins de ne leur confier aucune fonction qui entraîne une responsabilité quelconque. Arcade désigna des yeux Pierre. « Il est libre, en effet, » reprit Kirsanov. « Mais c'est un valet de chambre. J'ai maintenant pour intendant un bourgeois qui me paraît un homme intelligent. Je lui donne 250 roubles par an. Au reste, continua Kirsanov, en se prenant le front et les sourcils avec la main, geste qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il se sentait embarrassé, je viens de te dire que tu ne trouveras aucun changement à Marino. Ce n'est pas absolument exact, et je crois qu'il est de mon devoir de te prévenir, quoique pourtant... » Il s'arrêta et reprit bientôt en français. « Un moraliste sévère trouverait sans doute ma sincérité déplacée. Mais, en premier lieu, ce que je vais te confier ne saurait rester secret. Et en second lieu, tu sais que j'ai toujours eu des principes particuliers relativement au rapport qui existe entre un père et son fils. Après tout, je dois convenir que tu aurais droit de me blâmer. À mon âge, en un mot, cette jeune fille dont tu as probablement entendu parler déjà, Fenitchka, demanda Arcade d'un ton dégagé. Kirsanov rougit un peu. Ne prononce pas son nom si haut, je t'en prie, dit-il à Arcade. Oui, eh bien, elle demeure maintenant dans la maison. Je lui ai donné 2 petites pièces. Au reste, tout cela peut être changé. Pourquoi donc, papa, je t'en prie? Ton ami va passer quelque temps chez nous, c'est embarrassant. Si c'est pour Bazarov, tu aurais bien tort. Il est au-dessus de tout cela. Pour toi aussi, reprit Kirsanov. Malheureusement, l'aile de la maison n'est pas en bon état. Voyons, papa. Tu sembles chercher à t'excuser. Comment, n'as-tu pas conscience? Oui, sans doute, je devrais me faire conscience, ajouta Kirsanov qui rougissait de plus en plus. Allons donc, mon père, je t'en supplie, lui dit Arcade en souriant avec aménité.
Quelle idée de s'excuser de ça, se dit le jeune homme. Et tout en pensant ainsi, une tendresse indulgente pour la bonne et faible nature de son père, jointe à je ne sais quel sentiment de secrète supériorité, s'éveilla en lui. « N'en parlons plus, je t'en prie, » ajouta-t-il en jouissant involontairement de cette indépendance d'esprit qui l'élevait si haut au-dessus de toute espèce de préjugés. Kirsanov, qui continuait à se frotter le front, le regarda une seconde fois à travers ses doigts et se sentit comme piqué au cœur. Mais il ne tarda pas à s'accuser lui-même. « Voici nos champs qui commencent, » dit-il après un long silence. « Et ce bois-là, en face, ne nous appartient-il pas aussi ?» demanda Arcade. « Oui, mais je viens de le vendre, et il sera mis en coupe avant la fin de l'année. »« Pourquoi l'as-tu vendu ?»« J'avais besoin d'argent. D'ailleurs, toutes ces terres-là appartiendront bientôt aux paysans. »« Qui ne te payent pas leur redevance. »« Cela les regarde. Ensuite, il faudra bien qu'ils finissent par payer. »« Je regrette ce bois, dit Arcade, et il jeta les yeux autour de lui. Le pays qu'il traversait n'était pas précisément pittoresque. Une vaste plaine cultivée s'étendait jusqu'à l'horizon, et le sol ne s'élevait un peu que pour s'infléchir bientôt après. Quelques petits bois paraissaient à de rares intervalles, et des ravins tapissés de buissons bas et clairsemés serpentaient un peu plus loin, rappelant assez fidèlement les dessins qui les représentent sur les vieux plans datant du règne de l'impératrice Catherine. On rencontrait aussi de temps en temps de petites rivières aux rives dépouillées, des étangs retenus par de mauvaises digues, de pauvres villages dont les maisons peu élevées étaient surmontées de toits de chaume noirs et à moitié dégarnis, de chétives granges à battre le blé, aux murs formés de branches entrelacées, avec des portes énormes bâillant sur des aires vides. Des églises, les unes en briques recouvertes d'une couche de plâtre qui commençait à se détacher, les autres en bois surmontées de croix mal affermies et entourées de cimetières mal tenus. Arcade sentait son cœur se serrer peu à peu. Comme par un fait exprès, tous les paysans avec lesquels il se croisait avaient l'air misérable et montaient de petites rosses. Les saules qui bordaient la route ressemblaient, avec leurs écorces arrachées et leurs branches cassées, à des mendiants en guenilles. Des vaches aux poils hérissés, maigres et farouches, broutaient l'herbe avidement le long des fossés. On eût dit qu'elles venaient d'échapper à grand-peine à je ne sais quelle griffe meurtrière. La vue de ces pauvres animaux évoquait, au milieu de l'éclat d'une journée printanière, le blanc fantôme d'un hiver sans fin, d'un hiver impitoyable avec ses gelées et ses tourbillons de neige. « Non, se dit Arcade, cette contrée n'est pas riche. Elle ne frappe pas par le bien-être, par les traces d'un travail assidu. Il est impossible qu'elle reste dans cet état. Elle demande à être transformée. Mais comment s'y prendre ?» Tandis qu'Arcade réfléchissait ainsi, le printemps continuait à s'épanouir de plus belle autour de lui. Tout verdissait, tout se mouvait mollement et étincelait d'un éclat doré sous la douce haleine d'un vent chaud et léger, les arbres, les buissons et les herbes. De toutes parts s'élevaient les trilles interminables des alouettes. Les vanneaux criaient en se balançant au-dessus des prés humides ou couraient silencieusement sur les mottes de terre. Des corbeaux, dont le noir plumage contrastait avec le vert tendre du froment, encore tout bas, se voyaient çà et là. On les distinguait plus difficilement au milieu des seigles qui commençaient déjà à blanchir. C'est à peine si leur tête s'élevait par moments au-dessus de cette mer ondoyante. Arcade admirait ce tableau, et ses pensées mélancoliques s'évanouissaient peu à peu. Il ôta son manteau et arrêta sur son père un regard si joyeux et si enfantin que celui-ci ne put s'empêcher de le serrer de nouveau dans ses bras. « Nous approchons, lui dit Kirsanov. Dès que nous aurons monté cette pente, nous apercevrons la maison. Nous allons nous en donner, Arcade. Tu vas m'aider à gérer notre bien si cela ne t'ennuie pas trop. Il faut que nous soyons étroitement unis, que nous nous connaissions bien l'un et l'autre, n'est-ce pas ? » « Certainement, répondit Arcade, mais quelle belle journée ! C'est pour fêter ton arrivée, mon ami. Oui, le printemps est dans tout son éclat. Au reste, je suis de l'avis de Pouchkine. Tu te rappelles ces vers ? Combien t'as vu, ma triste, printemps, printemps, saison d'amour. Quelle... Arcade, cria Bazarov du Tarantas, envoie-moi une allumette. Impossible d'allumer ma pipe. Nicolas Petrovitch se tut, et Arcade, qui l'écoutait avec quelque surprise, mais non sans intérêt,
s'empressa de tirer de sa poche un porte-allumettes en argent et chargea Pierre de le remettre à Bazarov. « Veux-tu un cigare » lui cria de nouveau Bazarov. « Volontiers » répondit Arcade. Pierre lui rapporta avec le porte-allumettes un gros et noir cigare qu'Arcade se mit immédiatement à fumer et dont l'odeur était tellement forte que Kirsanov, n'ayant jamais fumé de sa vie, détournait involontairement le nez tout en cherchant à cacher ce mouvement à son fils pour ne point le contrarier. Un quart d'heure après, les deux équipages s'arrêtaient devant le péristyle d'une maison de bois, encore neuve, dont les murs étaient peints en gris et le toit, de fer, en rouge. C'était Marino, autrement dit la nouvelle ferme, ou encore la maison des orphelins, comme l'appelaient les paysans. Chapitre 4. L'arrivée des maîtres n'attira point sur l'escalier une foule de Dvorovi ainsi que cela se voyait autrefois. Une petite fille d'une douzaine d'années parut à la porte, et bientôt après se montra un jeune gars, ressemblant beaucoup à Pierre, et portant une veste de livrée grise, aux boutons blancs et armoiris. C'était le domestique de Paul Petrovitch. Il ouvrit silencieusement la portière de la calèche et détacha le tablier du tarantass. Kirsanov traversa, suivi de son fils et de Bazarov, une salle obscure et peu garnie de meubles, au fond de laquelle apparut pour un instant la figure d'une jeune femme. Puis il introduisit ses hôtes dans un salon assez bien décoré. « Nous voici enfin chez nous, » dit Kirsanov, en ôtant sa casquette et en secouant ses cheveux. « Avant tout, il faut souper et nous reposer. »« Un morceau n'est pas de refus, » répondit Bazarov en s'étirant, et il se jeta sur un canapé. « Oui, donnez-nous vite à souper, » reprit Kirsanov. Et il se mit à frapper des pieds sans trop savoir pourquoi. Voici justement Prokofitch. Un homme d'une soixantaine d'années, maigre, aux cheveux blancs et au teint basané, entra dans la chambre. Il portait un habit marron avec des boutons de cuivre et une cravate rose. Ayant baisé la main d'Arcade, il salua Bazarov et alla se placer près de la porte, les mains derrière le dos. « Le voilà, Prokofitch, » lui dit Nicolas Petrovitch. « Il nous est enfin revenu. Eh bien, comment le trouves-tu ?»« Dans le meilleur état possible, » répondit le vieillard en souriant de nouveau. Mais il reprit presque aussitôt son air sérieux et fronça ses épais sourcils. « Faut-il couvrir la table » demanda-t-il d'un air important. « Oui, je t'en prie, mais Eugène Vassilitch ne serait peut-être pas fâché de passer dans sa chambre. »« Non, je vous remercie. Je vous demanderai seulement d'y faire porter cette espèce de valise et cette loque, » ajouta-t-il en notant son caban. « Fort bien, Prokofitch, prends donc l'habit de monsieur. » Le vieux serviteur prit la loque d'un air ébahi, l'éleva au-dessus de sa tête et s'éloigna sur la pointe des pieds. « Et toi, Arcade, veux-tu aller dans ta chambre ?»« Oui, je voudrais me nettoyer un peu, » répondit Arcade. Et il se dirigeait déjà vers la porte, lorsqu'un homme d'une taille moyenne, portant un suit anglais d'une couleur sombre, une cravate basse à la dernière mode et des bottines vernies, entra dans le salon. C'était Paul Petrovitch Kirsanov. Il paraissait avoir 45 ans environ. Ses cheveux gris coupés très courts avaient le reflet foncé de l'argent lorsqu'il est encore neuf. Les traits de son visage au teint bilieux, mais net et sans rides, étaient d'une grande régularité, et dessinés avec une délicatesse extrême. On reconnaissait bientôt qu'il avait dû être très beau. Ses yeux noirs, limpides et allongés, étaient surtout remarquables. L'élégant extérieur de Paul Petrovitch conservait encore l'harmonie de la jeunesse, et ce je ne sais quoi d'élancé qui semble vouloir quitter la terre et qui disparaît ordinairement avec la 20e année. Paul sortit de la poche de son pantalon sa belle main aux ongles roses et longs, une main dont la beauté était encore relevée par des manchettes d'une blancheur de neige, arrêtée au poignet par de grosses opales, et la tendit à son neveu. Après lui avoir donné le shake hands européen, il le baisa 3 fois à la russe, c'est-à-dire qu'il effleura 3 fois sa joue de ses moustaches parfumées, en lui disant « Sois le bienvenu ». Son frère le présenta à Bazarov. Il inclina à peine son buste élancé et sourit, mais ne tendit pas sa main, et la replaça même dans la poche de son pantalon. « Je commençais à croire que vous n'arriveriez pas aujourd'hui, » dit-il d'une voix de tête d'un timbre agréable, en se dandinant d'un air gracieux, en haussant les épaules et en montrant ses belles dents blanches. «
Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose en route ? Il ne nous est rien arrivé, répondit Arcade. Nous ne nous sommes point hâtés, voilà tout. Aussi avons-nous une faim de loup. Presse un peu Prokovitch, papa. Je vais revenir. Attends, je t'accompagnerai, s'écria Bazarov en se levant subitement du divan. Les deux jeunes gens s'éloignèrent. Qu'est-ce que cela ? Demanda Paul Petrovitch. Un ami d'Arkasha, et un jeune homme fort intelligent, à ce qu'il m'a dit. Il va passer quelque temps ici ? Oui. Ce grand échevelé ? Oui, sans doute. Paul tambourina légèrement de ses ongles sur la table. Je trouve qu'Arcade s'est dégourdi, reprit-il. Je suis très content de le revoir. Le souper se passa silencieusement. Bazarov surtout ne dit presque rien. Mais il mangea beaucoup. Kirsanov raconta plusieurs incidents de sa vie de fermier, comme il l'appelait, exposa ses vues sur les mesures que le gouvernement devait prendre, suivant lui, relativement au comité, aux députations, sur la nécessité de recourir au travail des machines. Paul se promenait lentement dans la chambre, il ne soupait jamais, buvant de temps en temps quelques gouttes de vin rouge dans un petit verre, et jetant encore plus rarement un mot, ou plutôt une exclamation comme « Ah, ehem !» Arcade rapportait les nouvelles de Pétersbourg, mais il se sentait un peu embarrassé, comme l'est ordinairement tout jeune homme qui, à peine sorti de l'enfance, se retrouve dans le lieu où l'on avait coutume de le considérer et de le traiter comme un enfant. Il allongeait ses phrases sans nécessité, il évitait de prononcer le mot de « papa », et il lui arriva même de le remplacer par celui de « père » qu'il marmotta, il est vrai, entre ses dents. Il se versa avec une indifférence affectée beaucoup plus de vin qu'il n'en voulait, et se crut obligé de le boire. Prokovitch ne le quittait pas des yeux, et ne cessait de remuer les lèvres, comme s'il mâchonnait quelque chose. Le souper fini, on se quitta presque immédiatement. « Sais-tu bien que ton oncle est un drôle de corps ?» dit Bazarov, qui s'était assis sur le lit d'Arcade et fumait une pipe très courte. « Quelle élégance à la campagne ! C'est vraiment curieux. Et ses ongles, donc, on pourrait les envoyer à l'exposition. »« Tu ne sais pas, répondit Arcade, qu'il a été un lion dans son temps. Je te conterai un jour son histoire. C'est un homme charmant. Il tournait la tête à toutes les femmes. C'est donc ça. Il se rappelle encore le bon temps. Malheureusement, il n'y a pas de conquête à faire ici. Je ne me lassais pas de le regarder. A-t-il de drôles de col? On les dirait de marbre, et comme son menton est bien rasé. Arcade Nikolaïtch, sais-tu bien que tout cela est fort ridicule? Je le veux bien, mais il n'en est pas moins un excellent homme. Une véritable antiquaille. Quant à ton père, c'est un brave homme. Il a tort d'aimer à lire des vers et ne doit pas entendre grand-chose à l'agriculture. Mais c'est un bon diable. Mon père est un homme rare. As-tu remarqué qu'il était tout embarrassé, tout timide? Arcade leva la tête comme s'il n'était pas timide lui-même. Quel drôle de gens, reprit Bazarov, que tous ces romantiques grisonnants. Ils donnent à tout leur système nerveux un tel développement que l'équilibre se trouve rompu. Allons, il faut nous coucher. J'ai dans ma chambre une aiguière anglaise et la porte ne ferme pas. Cependant, il ne faut pas en faire fi. Je parle de l'aiguière anglaise. C'est un progrès. Bazarov s'éloigna et Arcade éprouva un grand sentiment de bien-être qui s'empara de lui. Il est doux de s'endormir sous le toit paternel et dans un lit bien connu, sous une couverture qui a été cousue par des mains amies, peut-être par celle de la bonne nourrice qui a élevé votre enfance, ses mains affectueuses et infatigables. Arcade se rappela Yegorovna, et il lui souhaita les joies des bienheureux. Il ne pria point pour lui-même. Les deux amis s'endormirent bientôt, mais il n'en fut pas de même de plusieurs autres habitants de la maison. Kirsanov avait été fort agité par le retour de son fils. Il se coucha, mais n'éteignit pas sa lumière. Il se mit à réfléchir longuement, la tête appuyée sur la main. Son frère resta dans son cabinet jusqu'à une heure avancée de la nuit, étendu dans un large fauteuil, devant une cheminée remplie de charbon de terre qui brûlait faiblement. Paul ne s'était pas déshabillé. Il avait seulement changé ses bottines vernies pour des pantoufles chinoises rouges sans talons. Il tenait à la main le dernier numéro du Galignani, mais il ne le lisait pas.
Ses yeux étaient arrêtés sur le foyer de la cheminée, où une flamme bleuâtre vacillait par moments. Dieu sait à quoi il pensait ainsi, mais ce n'était pas dans le passé seulement qu'errait son imagination. Il avait l'air morne et absorbé, ce qui n'est point le cas lorsqu'on s'abandonne uniquement à des souvenirs. Au fond d'une petite chambre donnant sur le derrière, se tenait assise, revêtue d'une douche agréca bleue et un mouchoir blanc sur ses cheveux noirs, une jeune femme nommée Fenichka. Quoique tombant de sommeil, elle tendait l'oreille et jetait de temps en temps les yeux sur une porte entr'ouverte qui laissait voir un petit lit où dormait un enfant dont on entendait la respiration égale. Chapitre 5. Le lendemain matin, Bazarov se réveilla le premier et sortit de la maison. « Eh, se dit-il, le pays n'est guère beau en effet. » Lorsque Kirsanov entra en arrangement avec ses paysans, il dut se résigner à prendre pour son nouvel établissement 4 déciatines d'un sol plat et aride. Il s'y bâtit une maison avec dépendances et une ferme. Il dessina à côté un jardin, creusa un étang et 2 puits. Mais les arbres qu'il avait plantés venaient mal, l'étang se remplissait lentement et l'eau des puits était saumâtre. Cependant, les acacias et les seringas du bosquet commençaient à donner de l'ombrage, et l'on s'établissait parfois en ce lieu pour dîner ou pour prendre le thé. Bazarov parcourut rapidement tous les sentiers du jardin, visita la basse-cour, l'écurie, découvrit 2 petites vorovies avec lesquelles il eut bientôt fait connaissance, et partit avec eux pour aller pêcher des grenouilles dans un marais à une verste de la maison. « Pourquoi veux-tu avoir des grenouilles, maître ?» lui demanda un des enfants. « Je vais te l'expliquer, » lui répondit Bazarov, qui avait le don particulier d'inspirer de la confiance aux personnes de la classe inférieure, quoique, loin de leur témoigner aucune condescendance, il les traitait d'ordinaire assez dédaigneusement. « J'ouvre les grenouilles et j'examine ce qui se passe dans leur intérieur. Comme toi et moi, nous sommes aussi des grenouilles, mais des grenouilles qui marchent sur 2 pieds, cela m'apprend ce qui se passe dans notre propre corps. » « Et qu'as-tu besoin de le savoir ? Afin de ne pas me tromper, si tu tombes malade, et que je sois obligé de te traiter. »« Tu es donc un docteur ? » ?»« Oui. »« Vaska, écoute ici, le maître qui dit que nous sommes des grenouilles. »« J'en ai peur, moi, des grenouilles, » répondit Vaska, enfant de 7 ans environ, aux cheveux blancs comme du lin, vêtu d'une casaque de gros drap gris avec un collet droit et marchant les pieds nus. « Pourquoi en aurait-on peur ? Est-ce qu'elles mordent ? » ?»« Allons, mettez-vous à l'eau, philosophe, » leur dit Bazarov. À peine Bazarov fut-il sorti que Kirsanov se réveilla à son tour, et, aussitôt levé, il entra chez Arkad, qu'il trouva tout habillé. Le père et le fils allèrent sur la terrasse que recouvrait une marquise. Un samovar allumé les attendait sur une table, entre de gros bosquets de seringas. La petite servante qui était venue la première à leur rencontre, la veille au soir, sous le péristyle, parut bientôt et dit d'une voix grêle « Fédosia Nikolaïevna est indisposée et ne peut pas venir. Elle vous fait demander s'il vous convient de servir le thé vous-même ou s'il faut envoyer Dunyasha. »« Je le servirai moi-même, » lui répondit précipitamment Kirsanov. « Avec quoi prends-tu le thé, Arkad ? Veux-tu de la crème ou du citron ?»« Je préfère la crème, » dit Arkad. Et après un moment de silence, il reprit d'un ton interrogateur. « Cher papa ?» Kirsanov regarda son fils d'un air embarrassé. « Eh bien, quoi ?» lui demanda-t-il. Arkad baissa les yeux. « Pardonne-moi, papa, continua-t-il, si tu trouves que ma demande est déplacée. Mais la franchise avec laquelle tu m'as parlé hier m'autorise à en faire autant. Tu ne te fâcheras pas. »« Parle. »« Tu m'encourages à t'adresser une question. Si elle ne vient pas servir le thé, n'est-ce point à cause de moi ?» Kirsanov détourna un peu la tête. « Peut-être, » finit-il par répondre. « Elle suppose... Elle a honte. » Arkad jeta un coup d'œil rapide sur son père. « Elle a bien tort, » reprit-il. « Tu connais ma manière de voir. » Arkad aimait beaucoup cette expression. « D'ailleurs, je serais désolé de te gêner le moins du monde dans ta vie, dans tes habitudes. Indépendamment de cela, je suis certain que tu ne peux avoir fait un mauvais choix. Et si tu lui as permis de vivre sous notre toit, c'est qu'elle en est digne. Après tout, un fils n'est pas le juge de son père, et moi surtout d'un père comme toi,
qui n'a jamais gêné en rien ma liberté. Arcade prononça les premiers mots d'une voix tremblante. Il se sentait généreux, et pourtant il comprenait fort bien, en même temps, qu'il avait l'air de faire la leçon à son père. Mais le bruit de notre propre voix nous grise, et Arcade débita la fin de son petit discours avec fermeté, et même d'un ton quelque peu déclamatoire. « Merci, Arcacha, » lui répondit son père d'une voix sourde, et en se frottant de nouveau le front et les sourcils. « Tes suppositions sont fondées. Il est certain que si cette jeune fille ne valait pas, ce n'est point un simple caprice. En effet, j'éprouve quelque embarras à te parler de tout cela, mais tu dois comprendre qu'il ne lui était guère possible de se présenter ici devant toi, surtout le premier jour de ton arrivée. S'il en est ainsi, je vais aller moi-même la chercher, s'écria Arcade dans un nouvel accès de générosité, et il sauta de sa chaise. Je lui expliquerai qu'elle n'a pas à rougir devant moi. Arcade, s'écria son père en se levant aussi, fais-moi le plaisir, c'est impossible, il y a là-bas, je ne t'en ai pas encore prévenu. Mais son fils ne l'entendait déjà plus. Il quitta la terrasse en courant. Kirsanov le suivit des yeux et retomba tout troublé sur sa chaise. Son cœur battait avec force. Avait-il conscience des rapports étranges qui allaient nécessairement s'établir entre son fils et lui? Pensait-il qu'Arcade eût agi plus respectueusement à son égard en évitant toute allusion à cette affaire, ou se reprochait-il sa faiblesse? C'est ce qu'il serait difficile de décider. Tous ses sentiments s'agitaient dans son sein confusément, à l'état de sensation. La rougeur qui avait couvert son front ne s'était point dissipée, et son cœur battait toujours violemment. Des pas précipités se firent entendre, et Arcade reparut sur la terrasse. « Nous avons fait connaissance, mon père, » s'écria-t-il d'un air triomphant et affectueux à la fois. « Fédosia Nikolaïevna est effectivement indisposée, et elle ne viendra que plus tard. Mais comment ne m'as-tu pas dit que j'avais un frère? Je l'aurais embrassé dès hier, avec autant de joie que je l'ai fait tout à l'heure. » Nicolas Petrovitch voulut répondre, il voulut se lever et ouvrir les bras. Arcade se jeta à son cou. « Comment? On s'embrasse encore » s'écria derrière eux Paul. Son arrivée réjouit également le père et le fils. On n'est pas fâché souvent de mettre un terme aux situations les plus touchantes. « Cela félonne » répondit gaiement Kirsanov. « Arcacha m'arrive à la fin des fins. Je n'ai pas encore eu le temps, depuis hier, de le regarder à loisir. »« Cela ne m'étonne nullement, » reprit Paul. « Je suis même tout disposé à en faire autant. » Arcade s'approcha de son oncle, qui lui effleura de nouveau les joues de ses moustaches parfumées. Paul s'assit à la table. Il portait un élégant costume du matin dans le goût anglais. Un petit fez ornait sa tête. Cette coiffure et une cravate nouée avec négligence étaient comme un indice de la liberté qu'autorise la campagne. Mais le col empesé de sa chemise, qui était de couleur, comme la mode le prescrit pour une toilette du matin, comprimait avec l'inflexibilité ordinaire son menton bien rasé. « Où donc est ton nouvel ami » demanda-t-il à Arcade. « Il n'est pas à la maison. Il se lève ordinairement de grand matin et fait une petite excursion. Mais il ne faut pas s'occuper de lui. Il déteste les façons. » « Oui, on s'en aperçoit facilement. » Paul se mit à étaler lentement du beurre sur son pain. « Compte-t-il rester longtemps ici ?»« Je ne sais. Il se propose d'aller voir son père. »« Où habite son père ?»« Il demeure dans notre gouvernement, à 80 verstes d'ici environ. Il y a une petite propriété. C'est un ancien chirurgien militaire. »« Ti. Il me semblait bien que je connaissais ce nom-là. Nicolas, te souviens-tu d'un docteur Bazarov qui était attaché à la division de notre père ? » ?»« Je crois me le rappeler. »« J'en suis sûr. Le docteur est son père, hein ?» fit Paul en remuant ses moustaches. « Et qu'est-ce que M. Bazarov, le fils, au fond ?» ajouta-t-il avec lenteur. « Ce qu'il est ?» Arcade sourit. « Voulez-vous, mon oncle, que je vous dise ce qu'il est au fond ? Fais-moi ce plaisir, mon cher neveu. C'est un nihiliste. »« Comment ?» lui demanda son père. Quant à Paul, il leva son couteau dont l'extrémité portait un morceau de beurre et resta immobile. « C'est un nihiliste, » répéta Arcade. « Un nihiliste, » dit Kirsanov. « Ce mot doit venir du latin nihil, rien, autant que je puis juger.
et par conséquent il signifie un homme qui ne veut rien reconnaître. Ou plutôt qui ne respecte rien, dit Paul, qui se remit à beurrer son pain. Un homme qui envisage toute chose à un point de vue critique, reprit Arcade. Cela ne revient-il pas au même? Demanda son oncle. Non, pas du tout. Un nihiliste est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui n'accepte aucun principe sans examen, quel que soit le crédit dont jouisse ce principe. Et tu trouves que c'est très bien, ça? Reprit Paul. Cela dépend, mon oncle. Il y a des personnes qui s'en trouvent bien, et d'autres fort mal, au contraire. En vérité, allons, je vois que nous ne nous entendrons jamais. Les gens du vieux temps, comme moi, pensent que des principes. Paul prononçait ce mot avec une certaine douceur, à la française. Arcade, au contraire, l'accentuait durement. Des principes admis sans examen, pour me servir de ton expression, sont absolument indispensables. Vous avez changé tout cela. Que Dieu vous donne la santé et le grade de général. Nous nous contenterons de vous admirer, messieurs les... Comment dis-tu? Les nihilistes, répondit Arcade, en appuyant sur chaque syllabe. Oui, nous avions des hégéliens, maintenant ce sont des nihilistes. Nous verrons comment vous ferez pour exister dans le néant, dans le vide, comme sous une machine pneumatique. Et maintenant, mon cher frère, fais-moi le plaisir de sonner. Je voudrais prendre mon cacao. Nicolas Petrovitch sonna et s'écria « Douniacha !» Mais au lieu de Douniacha, ce fut Fenitchka elle-même qui parut. C'était une jeune femme de 23 ans environ, blanche et rondelette, aux yeux noirs et aux cheveux foncés. Ses lèvres étaient rouges et pleines, comme celles d'un enfant, et ses mains mignonnes et délicates. Son costume se composait d'une robe d'indienne et d'un fichu bleu tout neuf jeté sur ses épaules arrondies. Elle tenait à la main une grande tasse de cacao. En la plaçant devant Paul, elle semblait toute décontenancée, et la peau fine et transparente de son gracieux visage se colora d'une vive rougeur. Elle baissa les yeux et s'arrêta près de la table en s'y appuyant du bout des doigts. On eût dit qu'elle se reprochait d'être venue et sentait en même temps qu'elle n'était pas venue sans en avoir le droit. Paul fronça les sourcils d'un air sévère, et Kirsanov était tout confus. « Bonjour, Fenitchka, dit-il enfin entre ses dents. « Bonjour, répondit-elle d'une voix basse et douce, et elle se retira lentement, après avoir jeté à la dérobée un regard sur Arcade, qui lui souriait d'un air amical. Elle se balançait un peu sur ses hanches en marchant, mais cela lui allait bien. Lorsqu'elle fut partie, un profond silence régna pendant quelques instants sur la terrasse. Paul buvait son cacao. Il leva lentement la tête. « Voilà monsieur le nihiliste qui daigne venir nous trouver, dit-il à demi-voix. » Effectivement, Bazarov s'avançait dans le jardin en passant par-dessus les plates-bandes. Son paletot et son pantalon de toile étaient crottés. Une plante de marais serpentait autour de son vieux chapeau rond. Il tenait un petit sac de la main droite. Quelque chose y remuait. Il s'approcha à grands pas de la terrasse, inclina un peu la tête et dit « Bonjour, messieurs. Vous me pardonnerez si j'arrive un peu tard pour le thé. Je vais revenir. Il faut que je me débarrasse de ces prisonniers. »« Ce sont des sangsues, lui dit Paul. »« Non, des grenouilles. »« Est-ce pour les manger ou pour les élever ?»« Elles me servent à faire des expériences, » répondit Bazarov d'un air indifférent. Et il entra dans la maison. « Il va probablement les disséquer, » reprit Paul. « Il ne croit pas au principe et croit aux grenouilles. » Arcade jeta sur son oncle un regard de commisération, et Kirsanov haussa imperceptiblement les épaules. Paul lui-même comprit que son mot ne valait rien. Il se mit à parler économie rurale, et raconta à ce propos que le nouvel intendant était venu se plaindre à lui, avec son éloquence accoutumée, de l'ouvrier Foka dont il ne pouvait rien faire. « C'est un véritable Ésope, disait l'intendant. Il s'est fait partout protester comme un mauvais gars. À peine est-il à l'ouvrage qu'il fait des sottises, décampe, et on ne le revoit plus. » Chapitre 6. Bazarov reparut bientôt. Il prit place et se mit à boire du thé, comme s'il eût voulu épuiser le samovar. Les deux frères le regardaient en silence, et Arcade les observait l'un et l'autre du coin de l'œil. « Avez-vous été loin » demanda enfin Kirsanov.
jusqu'à cette espèce de marais qui se trouve près de votre bois de Tremble. J'y ai fait lever 5 ou 6 bécassines. Tu pourras les tuer, Arcade. Vous n'êtes donc pas chasseur? Non. Vous vous occupez spécialement de physique? Demanda Paul. Oui, de physique et des sciences naturelles en général. On prétend que les Germains ont fait faire de grands progrès à ces sciences depuis quelques années. Oui, les Allemands sont nos maîtres à cet égard, répondit négligemment Bazarov. Paul avait employé ce mot de Germain avec une intention ironique, mais cela ne produisit pas grand effet. « Vous avez une bien haute estime pour les Allemands, reprit-il avec une politesse affectée. Il commençait à sentir une sourde irritation. Sa nature aristocratique ne pouvait supporter l'aplomb de Bazarov. Non seulement ce fils de médecin ne se montrait pas embarrassé, mais il lui répondait brusquement et de mauvaise grâce, et le son de sa voix avait quelque chose de grossier qui frisait l'insolence. « Les savants de ce pays-là sont des gaillards de mérite, dit Bazarov. C'est vrai, et vous n'avez probablement pas une si flatteuse opinion des savants russes. C'est possible. Une pareille impartialité vous fait beaucoup d'honneur, ajouta Paul, et il se redressa en portant la tête un peu en arrière. Cependant, Arkad Nikolaïevitch nous avait dit que vous ne reconnaissiez aucune autorité en fait de science. Comment concilier cela avec l'opinion que vous venez d'exprimer? Est-il bien vrai, en effet, que vous ne reconnaissiez aucune autorité? Pourquoi le ferais-je? Et à quoi devrais-je croire? On me démontre une chose raisonnable, j'en conviens, et tout est dit. Les Allemands disent donc toujours des choses raisonnables, murmura Paul Petrovitch, et sa figure prit une telle expression d'indifférence et d'impassibilité qu'il paraissait s'être élevé dans une sphère parfaitement inaccessible aux agitations terrestres. Pas toujours, riposta Bazarov, avec un bâillement contenu, comme pour donner à entendre que cette discussion oiseuse lui devenait à charge. Paul regarda Arcade d'un air qui semblait lui dire « Il faut convenir que ton ami n'est guère poli. » Quant à moi, continua-t-il à haute voix, non sans un certain effort, je reconnais humblement que je n'aime pas beaucoup messieurs les Allemands. J'entends parler des véritables Allemands, et non point des Allemands russes. On sait de reste ce que valent ces derniers. Oui, les Allemands de l'Allemagne ne me vont pas. Autrefois encore, on pouvait les supporter. Ils avaient des hommes connus, Schiller, Goethe, par exemple. Mon frère porte à ces écrivains une estime toute particulière. Mais à cette heure, je ne vois plus chez eux que des chimistes et des matérialistes. Un bon chimiste est 20 fois plus utile que le meilleur poète, dit Bazarov. Vraiment, répondit Paul, en levant un peu les sourcils comme s'il venait de se réveiller, l'art vous semble donc une chose absolument sans valeur? L'art de gagner de l'argent et de guérir radicalement les corps aux pieds, s'écria Bazarov avec un sourire de mépris. À merveille! Voilà comment vous daignez plaisanter. Cela revient à une négation complète. Eh bien, soit. Vous ne croyez donc qu'à la science seule. J'ai déjà eu l'honneur de vous dire que je ne crois à rien. Qu'entendez-vous par ce mot de science pris dans un sens général? Il y a des sciences comme il y a des métiers, des professions. Il n'y a pas de science dans l'acception que vous donnez à ce mot. C'est fort bien. Et vous niez également tous les autres principes sur lesquels repose notre ordre social. Est-ce un interrogatoire politique? Demanda Bazarov. Paul pâlit un peu. Kirsanov crut devoir se mêler à la conversation. Nous causerons de tout cela un peu plus longuement plus tard, mon cher Eugène Vassilitch. Vous nous exposerez toutes vos opinions, et nous vous dirons les nôtres. Quant à moi, je suis charmé d'apprendre que vous vous occupez de sciences naturelles. On m'a dit que dans ces derniers temps, Liebig avait fait des découvertes étonnantes concernant l'aménagement des terres. Vous pourrez me venir en aide dans mes travaux agronomiques et me donner d'excellents conseils. Avec plaisir, Nicolas Petrovitch. Mais laissons Liebig de côté. Avant d'ouvrir un livre, il faut apprendre à lire, et nous ne savons pas encore l'ABC. Allons, tu es bien véritablement un nihiliste, pensa Kirsanov. Quoi qu'il en soit, reprit-il, permettez-moi de recourir à vous au besoin. Mais n'est-il pas temps, mon frère, d'aller causer avec l'intendant?
Paul se leva. « Oui, dit-il sans s'adresser à aucun des assistants, il est malheureux d'habiter la campagne, 4 ou 5 ans de suite, loin de tous les grands esprits. On ne tarde pas à y devenir un véritable imbécile. On prend grand soin de ne pas oublier tout ce que l'on a appris. Mais, bah, on découvre un jour que ce sont des niaiseries, des choses oiseuses dont aucun homme raisonnable ne s'occupe plus aujourd'hui, et qu'on est un vieux radoteur. Qu'y faire? Il paraît que la jeunesse est décidément plus sage que nous autres. » Paul tourna lentement sur les talons et s'éloigna à pas comptés. Son frère le suivit. « Est-il toujours de cette force » demanda froidement Bazarov dès que la porte fut fermée. « Écoute, Eugène, lui dit son ami, tu as été trop roide avec lui, tu l'as blessé. »« Vraiment ? Il faudrait peut-être les ménager, ces aristocrates de taupinière. Mais tout cela n'est qu'amour-propre. Habitude de ci-devant Lyon, fatuité. Pourquoi n'a-t-il pas continué son rôle à Pétersbourg, puisqu'il s'y sentait appelé? Au reste, que le bon Dieu le bénisse. J'ai trouvé une variété assez rare du Disticus marginalus. Tu sais, je te le montrerai. »« Je t'avais promis de te raconter son histoire, lui dit Arcade. »« L'histoire du Disticus ? Ne plaisantons pas. L'histoire de mon oncle. Tu verras qu'il n'est pas l'homme que tu crois. Au lieu de le tourner en ridicule, tu devrais plutôt le plaindre. C'est possible, mais pourquoi t'en es-tu coiffé comme cela? Il faut être juste, Eugène. Je n'en vois pas la nécessité. Allons, écoute-moi. Arcade se mit à conter à son ami l'histoire de son oncle. Le lecteur la trouvera dans le chapitre suivant. Chapitre 7. Paul Petrovitch Kirsanov avait passé sa première enfance sous le toit paternel avec son frère Nicolas. Puis on l'avait fait entrer au collège des Pages. D'une beauté remarquable, suffisant, un peu moqueur et d'une irascibilité coquette, c'était à la mode à l'époque, il ne pouvait manquer de plaire. À peine eut-il reçu l'épaulette qu'il alla dans le monde. On l'accueillait partout avec empressement. Il prenait ses aises, abusait de ses succès et faisait 1000 folies. Mais cela ne lui nuisait pas. Les femmes en raffolaient. Les hommes le traitaient de fat et lui portaient secrètement envie. Il vivait, comme nous l'avons déjà dit, avec son frère qu'il aimait beaucoup, quoique celui-ci ne lui ressemblât en rien. Nicolas Petrovitch boitait légèrement. Il avait une petite figure assez agréable, mais triste, les yeux voilés et doux, les cheveux rares. Il était paresseux, mais lisait aussi volontiers et fuyait le grand monde. Paul ne passait jamais les soirées à la maison. Il s'était fait une réputation de hardiesse et d'agilité bien méritée. Le premier, il avait mis à la mode, parmi les jeunes gens du monde, les exercices gymnastiques, et n'avait lu en tout que 5 ou 6 brochures de Chateaubriand. Capitaine à l'âge de 28 ans, une carrière brillante lui était ouverte lorsque tout changea brusquement. On se souvient encore à Pétersbourg de la princesse R. Elle s'y montrait de temps en temps, à l'époque dont nous parlons. Son mari était un homme bien élevé, mais un peu bête, et elle n'avait point d'enfant. La princesse partait subitement pour de longs voyages, et revenait subitement en Russie, et se conduisait en toutes choses d'une manière fort étrange. On la trouvait coquette et légère. Elle se livrait avec ardeur à tous les plaisirs du monde, dansait jusqu'à en tomber d'épuisement, plaisantait et riait avec les jeunes gens qu'elle recevait avant le dîner dans l'ombre de son salon, et passait les nuits à prier et à pleurer, sans pouvoir trouver un instant de repos. Souvent, elle demeurait jusqu'au matin dans sa chambre, à s'étirer les bras avec angoisse, ou bien elle restait courbée, pâle et froide, sur les feuilles d'un psautier. Le jour venait, et elle se transformait de nouveau en élégante, faisait des visites, riait, bavardait et se jetait au-devant de tout ce qui pouvait lui procurer la moindre distraction. Elle était admirablement faite. Sa chevelure, de la couleur de l'or et aussi pesante que l'or, formait une tresse qui lui tombait plus bas que les genoux. Pourtant, on ne la citait point comme une beauté. Elle n'avait de bien dans la figure que les yeux. Peut-être même est-ce trop dire, car ses yeux étaient assez petits et gris. Mais leur regard vif et profond, insouciant jusqu'à l'audace,
et rêveur jusqu'à la désolation, était aussi énigmatique que charmant. Quelque chose d'extraordinaire s'y reflétait, même lorsque les paroles les plus futiles sortaient de sa bouche. Ses toilettes étaient toujours trop voyantes. Paul la rencontra au bal, dansa avec elle une mazurka, durant laquelle elle ne lui dit pas un seul mot raisonnable, et en devint passionnément épris. Accoutumé au succès rapide, il arriva cette fois comme toujours assez promptement à ses fins, mais la facilité de cette conquête ne le refroidit pas. Il s'attacha au contraire de plus en plus à cette femme, qui, alors même qu'elle s'abandonnait entièrement, semblait toujours avoir dans le cœur une fibre mystérieuse qu'on cherchait vainement à comprendre. Qui tenait-elle en réserve? Dieu le sait. On l'eût dit sous l'empire de puissances surnaturelles qui se jouaient d'elle au gré de leurs caprices, son esprit peu étendu n'étant pas de force à lutter contre de pareils adversaires. Toute sa vie présentait une suite d'actions inexplicables. Elle avait adressé à un homme qu'elle connaissait à peine les seules lettres qui pussent la compromettre aux yeux de son mari, et, quand elle aimait, son amour avait un étrange reflet de tristesse. Elle ne riait plus et ne plaisantait plus avec celui qu'elle venait de choisir. Elle le regardait et l'écoutait avec une sorte d'étonnement. Souvent, et presque toujours à l'improviste, cet étonnement devenait une muette terreur, et sa figure prenait alors une expression morne et sauvage. Elle s'enfermait dans sa chambre à coucher, et ses femmes, mettant l'oreille à la porte, l'entendaient pousser de sourds gémissements. Plus d'une fois, en rentrant chez lui, après avoir eu avec elle une tendre entrevue, Paul se sentait au fond du cœur le dépit amer que fait naître un échec définitif. « N'ai-je pas obtenu tout ce que je voulais ?» se demandait-il, et pourtant son cœur continuait à saigner. Un jour, il lui donna une bague portant une pierre sur laquelle était gravé un sphinx. « Qu'y a-t-il là ?» lui demanda-t-elle. « Un sphinx ?» ?»« Oui, répondit-il, et ce sphinx, c'est vous. »« Moi, dit-elle en levant lentement sur lui son indéfinissable regard. « Savez-vous que j'en suis flattée ?» ajouta-t-elle avec un sourire banal, mais sans que l'expression de son regard changeât. Paul souffrit beaucoup tant que la princesse R l'aima, mais lorsqu'elle commença à lui montrer de la froideur, et cela ne tarda pas, il faillit en perdre l'esprit. Il se désespérait et se sentait dévoré de jalousie. Il ne lui laissait pas un moment de repos et la suivait partout. Ennuyée de ses poursuites, elle partit pour l'étranger. Paul donna sa démission, malgré les instances de ses amis, malgré les conseils de ses supérieurs, et suivit la princesse. Pendant près de 4 ans qu'il passa à voyager, tantôt il la rejoignait, tantôt il la quittait avec l'intention de ne plus la revoir. Il rougissait de sa faiblesse et la maudissait, mais rien n'y faisait. L'image de cette femme, cette image incompréhensible, presque dépourvue de sens, mais véritablement magique, s'était trop profondément imprimée dans son âme. Ils se revirent à Bade, et leurs relations se rétablirent presque sur l'ancien pied. Elle semblait plus éprise de lui que jamais, mais cela dura 1 mois à peine. La flamme qui venait de se ranimer s'éteignit pour toujours. Prévoyant une rupture inévitable, il voulut du moins rester son ami, comme si avec une pareille femme, l'amitié était possible. Elle quitta Bade secrètement, et depuis ce jour évita constamment Paul. Il revint en Russie, essaya de reprendre son ancien genre de vie, mais ce fut en vain. Il était sans cesse en mouvement, et ne trouvait de repos nulle part. Il fréquentait pourtant les salons, et avait conservé toutes les habitudes d'un homme du monde. Il pouvait même tirer vanité de 2 ou 3 nouvelles conquêtes, mais il n'attendait plus rien de lui-même, ni des autres, et il ne s'essayait à rien. Il vieillit promptement. Il commença à grisonner, prit l'habitude d'aller passer ses soirées au club, où, dévoré de fiel et d'ennui, il se mêlait avec une indifférence chagrine aux discussions. C'est là, comme chacun le sait, un mauvais signe. L'idée de se marier ne pouvait naturellement lui venir à l'esprit. Ainsi s'écoulèrent avec une étonnante rapidité près de 10 années d'une existence oisive. Le temps ne marche nulle part aussi rapidement qu'en Russie. On assure pourtant qu'il s'écoule encore plus vite en prison.
Un soir qu'il dînait au club, Paul apprit que la princesse R venait de mourir à Paris dans un état voisin de la folie. Il se leva de sa chaise et se promena longtemps dans les salles du club, en s'arrêtant près des tables de jeu, où il se tenait comme pétrifié. Cependant, il rentra à la maison à l'heure habituelle. Bientôt après, il reçut un paquet à son adresse, et y trouva la bague qu'il avait donnée à la princesse. Elle avait tracé une croix sur le sphinx, en recommandant de dire à Paul que la croix était le mot de l'énigme. Cette mort eut lieu au commencement de l'année 1848, précisément à l'époque où Nicolas Petrovitch, ayant perdu sa femme, arrivait à Pétersbourg. Paul n'avait presque point vu son frère depuis que celui-ci s'était fixé à la campagne. Le mariage de Kirsanov coïncidait avec les premiers jours de sa connaissance avec la princesse. À son retour des pays étrangers, il avait été le rejoindre et se proposait de passer auprès de lui 2 ou 3 mois à jouir de son bonheur. Mais il le quitta au bout d'une semaine. Son frère et lui différaient alors trop l'un de l'autre. Cette dissemblance avait beaucoup diminué en 1848. Nicolas était devenu veuf, et Paul, qui venait de perdre l'objet de ses souvenirs, essayait de n'y plus penser. Mais il restait à Kirsanov la satisfaction d'avoir mené une vie régulière. Son fils grandissait sous ses yeux. Paul, au contraire, triste célibataire, entrait dans le crépuscule de la vie, dans cette période néfaste de regrets, qui ressemble à des espérances, et d'espérances qui ressemblent à des regrets, lorsque la jeunesse est déjà passée et que la vieillesse n'est pas encore venue. Ce temps devait paraître plus pénible à Paul qu'à tout autre. Ayant perdu son passé, il avait tout perdu. « Je ne t'invite plus à venir à Marino », lui dit un jour Kirsanov. Il avait donné à cette campagne le nom de Marino en souvenir de sa femme. « Tu t'y ennuyais du vivant de Marie. Ce serait bien pis aujourd'hui. »« C'est que j'étais alors trop vain et trop préoccupé, » répondit Paul. « Je suis plus calme maintenant, si ce n'est plus sage. Aussi n'hésiterais-je point à te suivre et à me fixer pour toujours auprès de toi, si tu me le permettais. » Pour toute réponse, Kirsanov l'embrassa. Il s'écoula pourtant encore plus d'1 an avant que Paul se décidât à accomplir sa résolution. Mais, une fois fixé à la campagne, il ne la quitta plus, même pendant les hivers que Kirsanov passa à Pétersbourg avec son fils. Il lisait beaucoup, surtout des livres anglais. Il fréquentait peu les propriétaires du voisinage et ne s'absentait guère que pour assister aux élections, où il se taisait presque toujours, n'ouvrant la bouche que pour effrayer par ses boutades libérales et ses plaisanteries les propriétaires attachés à l'ancien régime, sans pour cela se rapprocher des représentants de la nouvelle génération. On l'accusait généralement de fierté, mais on le respectait à cause de ses manières aristocratiques et de sa réputation d'homme à bonne fortune. On le respectait parce que sa mise était recherchée et qu'il habitait toujours les plus belles chambres des meilleurs hôtels. Parce qu'il faisait ordinairement bonne chère, et qu'un jour il avait même dîné avec Wellington chez le duc d'Orléans. Parce qu'il ne se mettait jamais en route sans emporter avec lui un nécessaire d'argent et une baignoire de voyage. Parce qu'il se parfumait avec des odeurs particulières, fort distinguées. Parce qu'il jouait le whist en perfection et perdait toujours. Enfin, on le respectait aussi beaucoup à cause de sa parfaite honnêteté. Les dames du district le considéraient comme un mélancolique plein d'attraits, mais il ne leur accordait pas la moindre attention. « Conviens, Eugène, dit Arcade, en finissant son récit, que tu avais mal jugé mon oncle. Je ne parle pas des services qu'il a maintes fois rendus à mon père, en lui donnant tout l'argent dont il pouvait disposer. Tu ignores sans doute que leurs terres sont indivises, mais sache qu'il est toujours prêt à obliger n'importe qui, et se range toujours du parti des paysans, quoiqu'il ne les approche jamais sans se munir d'un flacon d'eau de Cologne. »« Connu, répondit Bazarov. Les nerfs. Peut-être, mais il a un excellent cœur. Enfin, il ne manque pas d'esprit, et m'a souvent donné d'excellents conseils. Surtout relativement aux femmes. »« Ah ah, il s'est brûlé avec son lait et souffle sur l'eau des autres. »
C'est une vieille histoire. En un mot, continua Arcade, il est très malheureux, cela est certain. On aurait vraiment tort de lui en vouloir. Qui te parle de lui en vouloir? Reprit Bazarov. Mais je n'en soutiendrai pas moins qu'un homme qui, ayant placé toute sa vie sur la carte d'un amour féminin, et ayant perdu cette carte, en reste tellement accablé qu'il n'est plus bon à rien, n'est point un homme, un individu de l'espèce masculine. Tu me dis qu'il est malheureux, et je veux bien le croire, mais il n'a pas encore épuisé toute sa sottise. Je suis persuadé qu'il se croit un homme accompli, parce qu'il lit le Galignani et épargne de temps en temps les verges à un paysan. N'oublie pas l'éducation qu'il a reçue, le temps auquel il vivait, répondit Arcade. Son éducation, s'écria Bazarov. Chaque homme doit s'élever lui-même, comme je l'ai fait, moi. Quant à l'époque, je ne vois pas pourquoi nous en dépendrions. C'est elle, au contraire, qui devrait être dans notre dépendance. Non, mon cher, je ne vois dans tout cela que faiblesse et futilité. Et puis, quels sont ces rapports mystérieux qui s'établissent entre un homme et une femme? Nous connaissons la véritable nature de ces relations, nous autres physiologues. Étudie la structure de l'œil. Je voudrais bien savoir où tu y trouveras l'étoffe de ce regard énigmatique dont tu parlais. Tout cela n'est que romantisme, divagation, langage d'artiste. Allons plutôt examiner mon coléoptère. Les deux amis se rendirent dans la chambre de Bazarov, où régnait déjà une odeur médico-chirurgicale, pour ainsi dire, mélangée à celle du tabac à bon marché.